La résolution des conflits et le processus de médiation. La plupart des notions qui figurent dans ce diaporama ont pour source les travaux de Jean-Louis Lascaux, initiateur de la médiation professionnelle, du droit à la médiation et de l'ingénierie relationnelle. Il a fondé l'EPMN, École professionnelle de la médiation et de la négociation. Les médiateurs professionnels sont regroupés au sein de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Le diaporama que vous allez parcourir est une rapide initiation à la médiation professionnelle. Vous pouvez consulter le site de l'EPMN et pourquoi pas faire une formation pour augmenter vos compétences dans ce domaine. Tout d'abord, il convient de bien distinguer deux termes très différents. Soit on parle de résolution des conflits, soit on parle de gestion des conflits. La résolution, ça veut dire que, au terme du processus de médiation, le conflit n'existe plus. En effet, l'objectif de la médiation, c'est de restaurer une qualité relationnelle. Tandis que lorsque l'on parle de gestion, le conflit existe toujours, mais on essaie de l'aménager pour qu'il soit le plus acceptable possible. C'est le mot gestion qui pose problème. On peut par exemple gérer une entreprise, gérer un budget, gérer une crise. On gère, cela veut dire qu'on accompagne au mieux. Gérer un conflit, c'est participer au conflit, au risque de devenir acteur du conflit. Or, le médiateur se situe au-dessus du conflit, comme cette girafe. On résout un conflit comme on résout un problème, comme on résout une énigme, comme la girafe qui prend de la hauteur. Elle accompagne les personnes, mais elle n'accompagne pas le conflit. Donc, en médiation, on parle de résolution et non pas de gestion. Ainsi, l'objectif de la médiation, c'est de viser la qualité relationnelle et la libre décision de chaque partie. Comment définir un conflit? Qu'est-ce qui fait qu'on est en conflit? Qu'est-ce qui caractérise un conflit? Je vous propose de mettre la vidéo sur pause, de vous poser ces questions et, si possible, de lister par écrit vos réponses. Un conflit peut avoir 3 dimensions. Pour s'en souvenir, on utilise cet acronyme PIC, P-I-C. Prêt d'intention, interprétation ou jugement, contrainte. Ceci est universel. Tout conflit comporte au moins une de ces 3 dimensions. Et très souvent, on retrouve les 3 composantes à la fois, notamment dans les conflits importants et durables. Chacune de ces 3 attitudes, de ces 3 composantes, a pour conséquence d'augmenter le conflit. En d'autres termes, lorsqu'une partie adopte une de ces 3 attitudes, il y a de fortes chances pour que cela induise pour la partie adverse une de ces 3 attitudes en retour, et ainsi de suite. L'augmentation du conflit par une des parties, on appelle cela la surenchère. Première composante, P comme prêt d'intention. C'est, comme son nom l'indique, lorsque l'on prête à l'autre des intentions qu'il n'a pas forcément. Par exemple, il le fait exprès. Alors peut-être qu'il le fait exprès, effectivement, ou peut-être qu'il ne le fait pas exprès. On n'en sait rien en fait. Mais, même si notre impression est juste, même si effectivement il le fait exprès, cela l'enferme dans cette position et donc ça entretient le conflit. Pour apaiser le conflit, il faut au contraire essayer de comprendre. S'il le fait exprès, pourquoi il le fait exprès? Deuxième composante, I, comme interprétation ou jugement. En fait, on parle plus facilement de jugement, mais pour que l'acronyme PIC soit respecté, on a remplacé le mot jugement par le mot interprétation.
Un jugement, c'est une évaluation. On retrouve ici la première étape de la communication non violente, observer sans évaluer. Un jugement, cela enferme la personne dans cette situation. Ce ne sont pas les actes qui sont jugés, mais la personne elle-même. Par exemple, il est menteur. Même si effectivement la personne a dit un mensonge, ce jugement l'enferme dans cette position, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi elle a menti. Et enfin, c'est comme contrainte. La contrainte, c'est tout ce qui limite la liberté d'action ou de décision d'une personne. La contrainte, c'est tout ce qui est imposé sans discussion. Ces contraintes peuvent être matérielles, verbales ou psychologiques. Une agression physique ou verbale est une contrainte. Dans la démarche de communication non violente, adopter une de ces trois attitudes est une violence. Et puis il y a d'autres sources de conflits. Conflits d'intérêts par exemple, lors d'un héritage, ou au sein d'une entreprise, lorsqu'il faut déterminer les salaires, la participation, les horaires. Rapport de force, par exemple lors d'un conflit armé, ou un conflit de pouvoir. Conflit de conception, une différence de point de vue. Et puis il y a des sources de conflits beaucoup plus complexes, avec une composante psychologique importante, voire même parfois psychiatrique. Mais dans tous les cas, il y a au moins un de ces trois pics, et bien souvent les trois à la fois. Et dans tous les cas, l'attitude de la partie adverse est importante. Reprenez ce que vous avez écrit à propos des sources du conflit. Retrouvez-vous ces pics ou d'autres sources de conflit? Ces trois pics PIC, on peut les classer selon les trois dimensions des interactions en communication. L'axe de la parole, de la réception, l'axe de la perception, de la pensée et des émotions, l'axe de l'expression et de l'action. En d'autres termes, pensée, parole et action. Sur l'axe de la pensée, on retrouve le prêt d'intention. On dit ce que l'autre pense, ou du moins ce que l'on pense qu'il pense. Sur l'axe de la parole, on retrouve le jugement, l'interprétation. On porte un jugement. Sur l'axe de l'action, on retrouve la contrainte. On impose quelque chose, une parole, une attitude, un geste. Voici quelques illustrations du pic. Par exemple, en bas, pour le prêt d'intention, il ne veut pas comprendre. Il veut toujours avoir raison. Il le fait exprès. Il me cherche des noises. Il ne veut pas se remettre en question. C'est souvent associé au verbe vouloir. Par exemple, en haut à gauche, pour le jugement. Il ne peut pas se remettre en question. Il est méchant. Il est nul. Il est menteur. Il ne peut pas comprendre. C'est souvent associé au verbe pouvoir. Et par exemple, en haut à droite, pour la contrainte, c'est le fait d'imposer quelque chose à l'autre. Ce sont les chantages, les menaces, les insultes, la violence physique ou verbale, les injonctions du genre « tu dois »,« il faut ». C'est souvent associé au verbe devoir, « tu dois accepter ». On a parfois tendance à confondre jugement et prêt d'intention. Alors voici un petit exercice. Pour chaque phrase, déterminez s'il s'agit d'un prêt d'intention ou d'un jugement. Pour cela, mettez la vidéo sur pause. Et voici les réponses en rouge ou bleu.
Fort heureusement, il existe également des pics positifs qui favorisent un climat de paix, tout à l'inverse des pics négatifs qui engendrent le conflit. La reformulation permet de vérifier que l'on a bien compris l'autre personne. La reconnaissance de la légitimité des points de vue de chacun permet d'accepter avec altérité. La liberté offerte à chacun permet de vivre une relation de qualité. Voyons maintenant comment se déroule une médiation. C'est un processus structuré. Structuré, cela veut dire qu'il y a des étapes bien définies et incontournables. Par contre, c'est un processus et non pas une procédure. Une procédure comporte des règles, des formalités incontournables. Par exemple, une procédure juridique ou une procédure technique, par exemple une chaîne de fabrication. Les étapes sont précisément définies. Tandis que dans un processus, les étapes sont indispensables, mais elles ont leur propre logique interne et naturelle. Par exemple, l'évolution, la chenille qui se transforme en papillon, la météo, l'inflation, la culture. La médiation n'est pas une procédure, elle ne répond pas à des règles techniques ou juridiques. C'est un processus, car les étapes sont de l'ordre du vivant, les émotions de chacune des parties. Ainsi, dans un conflit, la composante principale est émotionnelle et relève d'un processus interne aux personnes, leurs émotions. On a l'habitude de résoudre les conflits en commençant par étudier la composante juridique. Mais on ne résout pas ainsi les causes profondes du conflit qui sont relationnelles et émotionnelles. Les dimensions techniques et juridiques sont sous forme de procédures et interviennent dans un deuxième temps, après la médiation. En médiation, on se centre sur la personne, sur son vécu, ses émotions. Si on veut vraiment résoudre un conflit, c'est la seule solution. Lors d'une procédure judiciaire, c'est la loi qui est première. On ne prend pas en compte les émotions. Lors d'une médiation, on s'intéresse principalement aux émotions pour résoudre le conflit. L'aspect juridique, la décision judiciaire sera la conséquence de la médiation. Parfois même, si un accord est établi, le recours à la justice ne sera plus nécessaire. Le processus de médiation commence forcément par un entretien individuel du médiateur avec chacune des parties. L'objectif est de préparer la réunion des parties qui aura lieu dans un deuxième temps. Sur les dessins, nous avons présenté un homme et une femme, par exemple pour une procédure de divorce, mais ce pourrait tout aussi bien être deux hommes ou deux femmes, par exemple pour un conflit de voisinage. Certains médiateurs commencent par une rencontre des deux parties ensemble. C'est manifestement une erreur de méthode, car les parties ne sont pas préparées à cet entretien. Ainsi, le médiateur risque fort d'assister à un match de ping-pong où chacun se renvoie la balle. Les pics risquent de fuser de chaque côté. Au mieux, il va pouvoir gérer le conflit, mais sans doute pas le résoudre. Ces deux étapes sont incontournables si l'on veut obtenir un accord. Lors de chaque entretien individuel, le médiateur précise qu'il s'engage sur ces 4 garanties. Tout d'abord, l'impartialité. Le médiateur ne prend pas parti dans le conflit qui oppose les parties. Ensuite, la neutralité. Le médiateur ne donne pas son avis sur les solutions choisies par les parties. Troisièmement, l'indépendance. Le médiateur est indépendant vis-à-vis de toute forme d'autorité de décision.
Enfin, le médiateur est tenu à la confidentialité de ce qui est dit lors des différents échanges. Il est important de valoriser les personnes, car le conflit leur renvoie une image négative d'elles-mêmes et d'autrui. Ainsi, lors des entretiens individuels, le médiateur remercie la personne d'être venue en médiation. Il reconnaît les difficultés et les efforts que cela peut comporter. Il demande ce que la personne souhaite, ce qu'elle attend de cette médiation. Il repère les pics et les met en évidence afin qu'ils soient abordés lors de la rencontre. Puis il dit à la personne qu'il est garant du fait que la partie adverse ne lui prête pas d'intention, ne la juge pas et ne lui impose rien. En d'autres termes, qu'elle n'impose pas de pic. Ensuite, il demande à la personne si elle-même est prête à s'engager aux mêmes garanties de qualité relationnelle. Ainsi, il lui demande, du fait que c'est un engagement parfois difficile à tenir, si elle est d'accord pour qu'il y ait un recadrage si elle n'y arrive pas. Dès lors, à partir du moment où les personnes se sont engagées sur ces principes de qualité relationnelle, la réunion peut avoir lieu. Le médiateur commence par valoriser les personnes, en donnant encore des signes de reconnaissance, en remerciant les personnes pour leur engagement, en reconnaissant les difficultés que cela comporte pour chacun. Ces signes de reconnaissance sont importants, car ils permettent de gommer les images négatives laissées par le conflit. Ensuite, chacun peut exprimer ce qui a été vécu. Dans tout conflit, il y a des faits, des conséquences et des ressentis. Et chacune des parties a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Les faits, ce sont les actes, les paroles, les attitudes de chacun au moment du conflit. Ces faits ont eu des conséquences pour l'autre. Ils ont notamment eu pour conséquence de ne pas répondre aux besoins de la personne. Pour une meilleure compréhension, je vous renvoie ici au chapitre de la formation à la CNV qui décrit les besoins et les ressentis. Il est important que chaque partie puisse exprimer les faits, les conséquences qu'ils ont eues et les ressentis qu'ils ont provoqués. Il faut veiller à ce que chaque partie ne s'adresse pas à l'autre, mais s'adresse au médiateur. Cette expression réciproque favorise la compréhension, l'altérité entre les parties. Puis le médiateur demande à chaque partie de reformuler ce que l'autre a dit. C'est souvent ce qui est le plus difficile et ce qui provoque de fortes émotions, car c'est le moment où chaque partie prend conscience de ce que l'autre a vécu avec altérité. Et c'est le moment clé de la médiation. Si une des parties n'arrive pas à reformuler, c'est alors le médiateur qui prend le relais et reformule à sa place. Il faut veiller à ce que chaque partie ne s'adresse pas à l'autre, mais s'adresse au médiateur. Le médiateur invite alors chacun à exprimer son souhait pour l'avenir. Un conflit a 3 issues possibles. Soit une reprise de la relation telle qu'elle était auparavant, avec des engagements réciproques. Soit un aménagement de la relation selon de nouvelles modalités. Soit une rupture avec accord sur les modalités pour mettre un terme à la relation. On ne peut pas imposer à une des parties une reprise de la relation. Dès lors, la priorité de l'accord va de la rupture vers la reprise. Par contre, par exemple, pour un couple avec enfants, la rupture n'est pas possible, car un aménagement est nécessaire en ce qui concerne la prise en charge des enfants. L'engagement des parties peut être écrit. L'accord peut comporter une clause de médiation. Ainsi, chacun s'engage à revenir devant le médiateur
si la relation se dégrade à nouveau. Enfin, l'accord écrit de la médiation peut être homologué par un juge s'il y a une procédure judiciaire. Lorsqu'un conflit perdure et qu'il y a une surenchère, il y a 3 conséquences possibles. L'abandon, c'est-à-dire qu'une des parties renonce à la relation. C'est une rupture non consentie. La domination d'une des parties sur l'autre. Et enfin la résignation, c'est-à-dire qu'une des parties accepte d'être soumise à l'autre et continue à subir le conflit. A l'inverse, lorsqu'il y a un accord de médiation, à l'opposé de la surenchère, il y a une reconnaissance mutuelle entre les parties. À l'opposé de l'abandon, il y a une rupture consentie. À l'opposé de la domination, il y a un aménagement de la relation. À l'opposé de la résignation, il y a une reprise de la relation. Ce tableau nous aide à comprendre ce que sont l'altérité, la reconnaissance, la reformulation qui sont au cœur du processus de médiation. Imaginons, par exemple, une personne qui se met à hurler. Si on lance des pics, on peut dire « elle veut me gêner, elle fait un caprice, c'est son dernier jeu, elle cherche la bagarre, elle est colérique, elle délire, elle s'énerve toute seule, elle doit se taire ». Mais si l'on essaye de la comprendre avec altérité, on peut imaginer qu'elle a sans doute besoin d'attention, d'écoute, de compréhension. Et si on lui apporte l'attention nécessaire, on s'apercevra qu'elle est peut-être mal, qu'elle est peut-être malade, qu'elle a besoin de présence, et qu'elle a besoin de plein d'autres choses peut-être. Et enfin, on respectera sa liberté et on ne lui fera pas de reproches. Enfin, pour terminer, voici une synthèse du processus que vous pouvez réviser en mettant la vidéo sur pause. Pour qu'une partie ait droit à la médiation, il faut que l'autre partie l'accepte. Si une des parties ne veut pas venir en médiation, alors il ne peut pas y avoir de droit à la médiation. Il faut donc qu'elle y soit contrainte par une autorité, un juge, un supérieur hiérarchique, un professeur, un directeur, etc. Et le fait pour elle de venir en médiation va lui faire découvrir qu'elle peut voir les choses autrement. Autrement dit, l'obligation peut, dans certains cas, conduire à plus de liberté. La médiation, pourquoi ça marche ? Ça marche parce qu'il y a une prise de conscience qui provoque des émotions. En effet, lorsque quelqu'un a une attitude violente, c'est-à-dire en fait un pic, la plupart du temps, il n'a pas conscience de la souffrance qu'il inflige à l'autre personne. Or, la médiation a ceci de particulier qu'elle permet à chaque partie d'exprimer ses émotions et d'entendre celles de l'autre partie. Ainsi, la personne prend conscience de la souffrance qu'elle a provoquée. La plupart du temps, si on avait conscience de la souffrance provoquée par notre attitude, on ne commettrait plus aucune violence. Et ceci est vrai pour toute forme de violence, toute forme de pic. Dans un conflit, chaque partie est générateur de violence dans la mesure où il participe à la surenchère par un pic. Le médiateur est simplement là pour permettre l'expression des émotions de part et d'autre et ainsi de provoquer cette prise de conscience et les émotions induites. C'est également ce qui est au cœur de la justice restaurative qui vise à une rencontre entre auteurs de violence et victimes. Pour conclure,
Voici une série de termes qui illustrent la différence entre vivre une médiation ou être soumis aux décisions d'une autorité pour résoudre un conflit. Lorsqu'elle est possible, et la médiation est possible dans beaucoup de cas, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus agréable. Elle renvoie aux personnes une image positive d'elles-mêmes, avec une liberté de décision, alors que l'obligation a souvent tendance à rabaisser les personnes.